Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, comme disait le grand William Shakespeare en français ou William Shakespeare en anglais. Ambition 2030, voilà le programme fièrement affiché par ce pays scandinave. À cette date, il ne doit plus y avoir à naître d'enfants atteints du syndrome de Down, ou plus familièrement d'enfants trisomiques. Les Danois auraient-ils décidé d'allouer des crédits de recherche particuliers à la thérapie des enfants atteints de l'anomalie chromosomique dans le sillage des travaux de la Fondation Jérôme Lejeune? Que nenni, mon bon ami! La solution finale, si vous me permettez cette expression horrible, est beaucoup plus simple. D'ici 2030, tous les bébés trisomiques doivent être détectés et éliminés avant terme. C'est clair, net et sans bavure. Le gouvernement danois y met de sa poche pour arriver à un tel objectif. À la différence de ce qui se passe dans nombre d'autres pays, l'élimination des bébés dits défectueux est considérée comme un droit depuis 2004 et à partir de cette date, le recours au diagnostic prénatal est devenu gratuit pour toutes les femmes sans limite d'âge. Les conséquences de cette décision ne se sont pas fait attendre. Dès 2005, le nombre de naissances d'enfants trisomiques chutait de 60%. La tendance n'a cessé de s'accentuer pour arriver à la catastrophe actuelle. En 2019, seuls 18 bébés sont nés au Danemark avec un chromosome en trop, et encore parce qu'une partie d'entre eux n'avait pas été détectée. En toute rigueur, seuls 7 bébés auraient dû naître, car pour ces bébés-là, leurs parents avaient pris la décision irrévocable de les conserver. Phénomène aggravant, les 2/3 des Danois trouvent cette terrible situation tout à fait normale. Une telle bonne conscience de l'hygiène propre et polissée fait terriblement froid dans le dos. Faut-il rappeler que les pays scandinaves, dans les années 30, les années 1930, entendons-nous bien, saluaient les avancées en matière de sélection génétique réalisées par un certain gouvernement national socialiste. Les Danois affichent donc un programme Ambition 2030. Ce programme est en effet bien ambitieux, puisque le rêve des théoriciens nazis est en passe de devenir réalité. La question que l'on peut se poser est la suivante. Après la folle ambition d'éliminer les enfants trisomiques, quelles seront les prochaines victimes désignées ? Cela dit, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, la situation n'est guère meilleure en France. On a appris récemment que le nombre d'avortements dans notre pays a atteint un nouveau record. Plus de 230 000 petites vies humaines ont été sacrifiées. Cela pèse bien lourd comparé aux quelques 32 000 victimes du coronavirus. Mais cela n'est pas suffisant. L'avortement est devenu une valeur républicaine incontournable. Il en faut toujours plus. Pour cela, il suffit de modifier les lois. Faire passer par exemple la durée possible d'avortement de 12 à 14 semaines, supprimer la clause de conscience pour les médecins, autoriser les infirmières à pratiquer l'avortement, favoriser l'avortement jusqu'au dernier jour de la grossesse. Et là, nous atteignons le degré d'horreur absolue. En ce moment, sort sur les écrans en France, par le biais d'e-projections, car il y a des films qu'on ne peut montrer librement dans notre pays, le film Unplanned. Ce film, qui a rencontré un très grand succès aux États-Unis, montre la terrible réalité de l'avortement. Malheureusement, sa diffusion confidentielle ne permettra sans doute pas la prise de conscience que ces images chocs pourraient légitimement favoriser. Disons les choses clairement. La France, loin d'afficher un ordre moral quelconque, patauge désormais dans un désordre immoral, devenant à grande vitesse une dictature immorale. Qui s'en émeut ? Qui hurle son opposition, pour reprendre l'expression de Charles Péguy, qu'il disait qu'il fallait hurler la vérité à temps et à contretemps ?
À cet égard, nous serions tellement heureux que de grandes structures, comme par exemple l'Église catholique de France, publient de puissants communiqués officiels, élèvent même l'étendard de la révolte. Ne nous faisons guère d'illusions, selon toute probabilité, cela n'arrivera pas. Qui aurait pu imaginer que le gouvernement du fringant et brillant Emmanuel Macron, soutenu par tant de gens estampillés de droite et catholiques, afficherait une telle obsession de pousser toujours plus loin la culture de mort? Ne désespérons pourtant pas. Inverser la vapeur reste toujours possible. En Slovaquie, le nombre d'avortements a été divisé par 3 en une vingtaine d'années. En Russie, où l'avortement avait atteint des niveaux extrêmes pendant la période soviétique, il ne cesse de diminuer. Et Trump vient de nommer à la Cour suprême une femme d'exception farouche opposante à l'avortement. Inverser la pente infernale que suit la France sera un travail de longue haleine, mais cette inversion se fera, tant pis pour les pseudo-valeurs de la République. Sur ces tristes considérations, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Le gouvernement dévoile progressivement le contenu de la loi de finances pour 2021. Miam miam, à quelle sauce allons-nous être mangés? Le résultat n'est pas triste comme nous pouvons nous en douter. Une fois de plus, nos amis macroniens ont un drôle de sens des priorités. Covid, chômage partiel, économie en berne, recettes fiscales en chute libre, soutien aux entreprises en perdition à coups de milliards pour compenser une politique sanitaire irresponsable, je ne vous fais pas un dessin. Eh bien, dans ce panorama de désolation, nos ministres n'ont rien trouvé de mieux que d'augmenter encore un peu plus le budget de la fameuse AME, l'aide médicale de l'État. Ce fameux dispositif ruineux destiné à prendre en charge les dépenses médicales des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. L'AME, c'est du médical tout gratuit pour tous les clandestins, gratuité dont ne bénéficiera jamais Madame Thérèse, boulangère bien de chez nous et mère de 4 beaux enfants. La hausse pour le budget de l'an prochain est prévue à hauteur de 100 millions d'euros. Une petite bagatelle qui va faire monter le budget total consacré à l'AME à la modique somme de 1 milliard d'euros. C'est comme un jeu de chance. Le milliard, le milliard, le milliard. Il est vrai que ce milliard est tout à fait utile et même totalement prioritaire. Les soins délivrés aux Français cotisants s'écroulent méthodiquement d'année en année, mais il importait de privilégier les clandestins sans papier. C'est une question d'humanité et de santé publique, a expliqué la Marlène. Merci Marlénou, on n'en attendait pas moins de toi. En fait, c'est de la prévention épidémiologique, nous explique-t-on. Pour sûr, ma Marlène d'amour. D'ailleurs, nous savons que le monde entier est malade. Donc, pour nous protéger, soignons le monde entier. C'est tellement simple. Il suffisait simplement d'être macroniste pour y penser. Une seule petite interrogation. Si nous nous mettons à gérer la santé publique de l'humanité entière, nous n'avons pas fini d'être en déficit chronique, non? Cela dit, la Macronie nous a fait le même coup l'an dernier en augmentant la dite AME de 50 millions d'euros environ. Et à l'époque, il n'y avait pas de Covid dans l'air. Notre gouvernement a de la constance et de la suite dans les idées. Errare humanum est, ma bonne Marlène, mais perseverare diabolicum est. Finalement, toi qui avoues faire tourner les tables en invoquant les esprits, les mauvais esprits peut-être, nous pouvons vraiment le dire, diabolicum est. Au fait, il paraîtrait qu'actuellement, sur la population totale des immigrés en situation irrégulière, il n'y a qu'un immigré sur 2 à profiter de l'AME. Tout va bien, il y a encore de la marge pour accroître considérablement le budget de l'aide médicale d'État. Sur ces belles considérations, je vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain.
une fois de plus. Alors même qu'il vient d'essuyer une nouvelle condamnation révélant le degré de corruption politique de la justice de notre pays, Éric Zemmour est monté au créneau lors de son dernier grand débat avec le criminologue Alain Boer. Cela pour continuer à ouvrir les yeux de nos compatriotes et mettre des mots sur des réalités que certains refusent obstinément de considérer. Cette fois sur la notion polémique de l'ensauvagement, entre guillemets, de la société. À la lecture quotidienne de la presse, nous en faisons tous l'expérience intime. Il est absolument manifeste que notre société française plonge dans une violence de plus en plus grave. Cela va bien au-delà de ces fameux sentiments d'incivilité et d'insécurité dont se gargarisent nos ministres, qui ont en l'espèce la fâcheuse tendance à être un peu trop sentimentaux. À l'occasion de ce fameux débat sur CNews, Éric Zemmour et Alain Boer ont rappelé sans concession une réalité qui fait mal. Même le mot d'ensauvagement est mal choisi. La France est tout simplement gangrénée par la violence et il est inutile de chercher des néologismes douteux pour décrire cet état de fait. La violence est peut-être le seul mot qui mérite d'être employé. Les chiffres, les vrais et non pas ceux manipulés par les médias, sont implacables. Depuis 1539, depuis l'édit de Villers-Cotterêts, l'institution de l'état civil permet de compter les morts et par extension de connaître la cause de leur mort. Or, le taux d'homicide ne cesse de grimper et même en vient à exploser. En 2019, il a atteint son plus haut niveau jamais calculé et observé en France. Qu'en est-il en 2020 ? Il y a eu le confinement, donc, selon toute vraisemblance, une réduction des occasions d'homicide et de mise à mort violente. En outre, l'année n'est pas terminée. Pourtant, la tendance de l'explosion de la violence ne fait que se confirmer, voire se renforcer. 2020 sera une année horrible. Il n'y a donc absolument pas de sentiment d'insécurité, il y a un grand climat de violence qui prend des dimensions surréalistes. Devant cette réalité douloureuse, les Français ne peuvent que mesurer la quasi-absence des réponses gouvernementales, dont celle du ministère de la Justice. Les homicides atteignent des niveaux jamais connus jusqu'à présent, mais la priorité d'Éric Dupond-Moretti est d'assurer la diffusion télé des procès. Comme Martin Luther King, j'avais fait un rêve, que Dupond-Moretti travaille à garantir l'application des peines, à accroître le nombre des places dans les prisons, ou encore à assurer le respect du secret de l'instruction et la simplification des procédures. Cela dit, je préfère ne pas terminer comme Martin Luther King. En fait, je n'ai fait qu'un rêve. Dans la réalité, et en dehors de mon rêve, le ministre affiche sa passion pour la vidéo et accorde la priorité au fait de filmer et de diffuser les procès. Se croit-il donc au procès de Nuremberg? Estime-t-il que le jugement des racailles doit être une leçon pour les hommes et pour l'histoire? Ce réflexe inouï risque bien de creuser encore un peu plus la tombe de la justice française. Avec une caméra fixée sur eux, il y a fort à parier que juges et avocats seront encouragés à surenchérir dans le laxisme et le « surtout pas d'amalgame ». C'est déjà le cas avec l'enseignement supérieur. Si un professeur est filmé, il contrôle le moindre de ses mots et sert à ses étudiants une soupe politiquement correcte infâme. C'est le même régime qui attend sans nul doute les magistrats. L'objectif affiché ? Rapprocher les Français de la justice. Il y a pourtant un moyen plus simple et moins coûteux de le faire appliquer la loi fermement, rapidement et efficacement. Nul doute que cela serait très populaire. Populaire ? Ce serait donc populiste ? Pas question. Sur ces tristes considérations, je vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain. La France a un problème avec les mineurs délinquants et étrangers qui, dans la majorité des cas, posent de sérieux soucis à l'ordre public. Sur la seule année 2020, qui est loin d'être terminée, ce ne sont pas moins de 6 309 migrants mineurs délinquants qui ont été placés en garde à vue. Qu'en faire ? On ne sait pas trop.
Ils prennent toutes les places des foyers d'hébergement prévus pour ce genre de situation. Mais après 2 minutes 33 secondes d'accueil, ils fuguent dans la joie et la bonne humeur et le petit jeu recommence. Insaisissables et ingérables, les jeunes clandestins mineurs délinquants. S'il s'agissait de simples individus turbulents en culotte courte, nous pourrions estimer que cela n'est pas si grave. Mais les mineurs dont nous parlons sont bien souvent proches de la majorité pour le passage à l'acte et la criminalité. Au fait, qu'est-ce qu'un vrai mineur ? On pourrait croire que c'est assez simple. Avant 18 ans, l'on est mineur, après 18 ans, l'on est majeur. Oui, tout cela semble assez simple. Mais pour les jeunes clandestins mineurs délinquants, c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça. Prenez par exemple l'auteur du 2e attentat de Charlie, qui a cru bon d'attaquer le siège du journal parisien à coups de hachoir, très récemment. L'estimé, et pas d'amalgame, mineur, avait menti sur son âge il y a 3 ans. Il avait dit avoir 15 ans quand il en avait 22, donc 3 ans plus tard, il en a 25 au lieu de 18. C'est pourtant simple, non? Quand je pense que nous sommes capables de déterminer au carbone 14 l'âge du mammouth sibérien, de reconstituer en 3D les visages de Louis XIV et de Ramsès II, mais que nous sommes incapables de fixer l'âge d'un mineur migrant. C'est bizarroïde tout de même. En plus de tout cela, le droit vient s'en mêler pour nous en mêler les pinceaux. Il faut avoir 18 ans pour voter, mais 16 pour boire de l'alcool. Quant à la majorité sexuelle, elle est fixée à 15 ans. Vous y comprenez quelque chose, vous? Moi, pas. Et voilà que des gosses de 12 ans se mettent à vandaliser récemment des boucheries au motif qu'elles vendent des côtelettes de porc et des saucisses. Des saucisses de porc, bien sûr. Cela n'a pourtant rien à voir avec l'immigration, bien évidemment. C'est simplement qu'ils n'aiment pas la bonne grosse choucroute. Mais comme ils sont mineurs, on va uniquement leur tirer les oreilles. Pas trop fort, car cela pourrait vraiment leur faire mal. Et ils pourront continuer à terroriser les braves gens à coups de grenades lacrymogènes. Une chose est sûre, la caractéristique majoritaire de la majorité de nos dirigeants depuis des lustres, c'est bien l'incompétence absolue en matière de délinquance. Sur cette haute envolée, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.